je suis sur une balançoire, mais apparemment, il ne s'agit pas d'une balançoire à Fragonard, sur laquelle j'ai fait assez de spéculations. Alors, assez tôt, euh, à partir de ma rencontre avec la philosophie de Jacques Derrida et de ses conférences de rue d'Ulm, j'ai acquis un livre de, je crois, Jean-Michel Haymonet, intitulé De bataille à Derrida, la communauté, etc. Donc, sa thèse principale, il analysait trois philosophes. Bataille, Caillois, Roger Caillois et Derrida. C'est un peu bizarre, mais c'est très intéressant vu des affinités, ne serait-ce qu'avec Bataille dans son interprétation de Hegel dans l'écriture des différences. Eh bien, ce livre, peut-être une thèse de doctorat très brillant quand même, est très hardi, qui nous disait en somme que Derrida a commencé avec Bataille de ce genre comme Caillois, pourquoi pas Michel Léris, qui donne incipit de marge de la philosophie commence avec quand même Michel Léris, dont j'ai fait très souvent le cas avec son cosmologie, un poème, etc. Derrida sera une sorte de traite par rapport à cette génération précédente. Vous voyez, école de acéphale, collège sociologique de Bataille. Dans quel sens? Dans le sens de communauté. Ensuite, Maurice Blanchot a écrit La communauté inavouable. Effectivement, ça fortifie cette idée. Son rapport au 68, dans la date écrit, fameux, difficile article, la différence, insérée ensuite dans la marge de la philosophie, etc. Donc, je disais que Haymonet prétendait que Derrida a délaissé le projet communautaire. On ne parle pas de communisme, ça fait partie du projet communautaire. Et donc, il faut savoir dans quel sens la génération précédente s'occupait des projets communautaires, dans quel sens. C'est pas la charité, c'est pas hospitalité, peut-être quelque chose beaucoup plus profond au sens une recherche anthropologique, disons, en laboratoire vrai, incluant le symbolique imaginaire. Bien sûr, tout se passait sûrement sporadiquement, épisodiquement, cérémoniellement, peut-être fictivement, peut-être de manière mimétique, mais une recherche quand même communautaire. Ce que je parle de celle d'abord de Blanchot, mais ensuite sérieusement de Bataille. Donc Derrida aura coupé tous ses liens avec ses recherches et des tentatives, surtout des tentatives, recherches, oui, continues, bien sûr.
dans l'école des hautes études en sciences sociales, encore plus florissant que l'école normale supérieure, c'est un peu trop école de teacher, école d'enseignants, enseigne pour élever des enseignants pour la République, mais c'était déjà avec le temps, etc. Bon, j'ai suivi autant que je peux comprendre ce trajet. Et moi aussi, effectivement, avec la force des choses, c'est l'expression et le titre du livre de Simone de Beauvoir, Force des choses. À vrai dire, c'est un peu insipide de le lire, mais il faut le lire. En force des choses, la chose, l'apocale a changé. Ceci dans tous les contrats du monde, mais moi, étant d'une génération encore plus postérieure, j'ai vécu mal, eux aussi, sûrement. Je n'ai pas passé une guerre, deux guerres. Certains, ils ont passé deux guerres, deux grandes guerres. Donc, j'ai passé tel que je vous ai fait le cas, avec 500 films, vidéos, innombrables petits billets doux d'articles sur Blogspot, dans les grands articles et des livres un peu plus sérieux, sans jouer, sans ironiser. D'ailleurs, les gens ne me prennent pas sérieux parce que je ris, j'ai fait de fou rire. Le rire, c'est un concept nietzschéen travaillé par Bataille aussi. Donc, ignorance fait le changement d'époque et on se quoi, non pas modifié par les modifications modiques, on fait avec, hein, pour dire tout simplement, par tout cet mur blanc d'incompréhensibilité dans la faille est bâchée et une fente ouverte et qu'on appellerait cellule de Jean Genet, son film. Je fais l'allusion à son film même de Jean Genet. J'ai oublié le titre, mais Captif amoureux, quelque chose comme ça, qui se passe dans une cellule quand même. Et le mur en question, ayant ou creusant par ses propres mains un petit trou à travers lequel seulement une pépine peut boire du liquide peut passer. Et cette scène inoubliable dans l'histoire du cinéma, d'échange de fumée de cigarettes ou d'autres substances, on ne sait pas. Mais le visage intersubjectif de deux hommes, dernier homme, premier homme, un homme de renaissance, on ne sait pas. Voilà la communication, ce qu'on comprendra dès lors de la communication et de mutus et de la communauté, et au sens bien sûr de mutus et de non pas clandestinité, non, c'est dans une transgression, non, pas du tout, dans une amicale échange. Je ne trouve pas de mots, mais il faut chercher quand même. Il faut inventer un concept pour ce genre d'échange. Je dirais inespéré. Pourquoi pas? Comme adjectif, ça tombe bien. Inespéré, inattendu, insoupçonné, inexpectable, unexpectable. Voilà la vie de cellules et d'accueil et d'échange. La subjectivité munus de la communauté peut-être donc ou chercheur
la communauté profonde de fond en comble, dans la rue, dans la place, dans les arts martiaux, j'en sais rien. Je vous lègue la question. Quelques indices flagrants, en tout cas, pour montrer ou justement pour voiler exponiblement voilé et voilé par exprès et parfois d'une manière expressive et par exprès et expressément inhibé, voire faire de sorte que, encore une précepte, une injonction, que ceci reste inconditionnellement, c'est-à-dire sous toute condition, y compris la littérature, les beaux-arts, reste, soit interdit, surtout à la parole. Il y a plusieurs façons de montrer, exhiber, exposer d'une manière exponible ou inexponible, en faire signe, en faire une allégorie selon une légende, c'est-à-dire un sous-texte, sous-titre, et une sous-textualité légendaire qui viendrait de textes canoniques auxquels on fera référence librement, entre guillemets, et même ceci sous commande. Cette interprétation non exégétique, mais qui rentre dans le cercle herméneutique, comme une communauté qui ouvre un champ de vision et composé de ce qui est vision et ce qui est visionné. Les modèles occasionnels en passage, le modèle de passage, le modèle canonique, les schèmes constitués, les schèmes constituants et les lignes encore virtuelles dont le prolongement, surtout en rétrospectif, en descendant vers les enfers ou vers le paradis de l'art dit, pourquoi pas grec. Quand on dit grec, pourquoi on ne pense pas la civilisation de Minos et Ionie. Il y a une profondeur et l'obscurité de la Grèce, et on passe sous le silence dans des textes canoniques comme celui de Platon, sous le motif de mythe d'Atlantis, pour qu'il reste encore plus enfui, obscur, voilé, protégé par la voile d'Isis, dont l'origine est l'Égypte. Et les Grecs n'auront pas de mémoire suffisante sur leur propre histoire. C'est l'étranger, c'est-à-dire, non pas l'étranger du sophisme peut-être, mais l'étranger le plus proche aux antipodes, l'Égypte, la clergé d'Égypte obscure pythagoricien en scientificité, scientificien, en efficience mathématique ininterrompue, comme une litanie des chiffres et des formes en proportion et en infinitésimal et allant vers l'infini et trouvant un juste milieu dans la forme
pyramidale, la forme protectrice, cristalline, de racines, et le modèle de fractal, c'est-à-dire à partir duquel on peut se regresser au microcosme et au macrocosme, c'est-à-dire les relationnalités des corps célestes selon les différentes saisons. Toutes ces déclinaisons des formes, des distances, des corps astrales l'un par rapport à l'autre ont des figures et des difformités. Donc une métamorphose avant Ovide. Ceci, bien sûr, dans la pensée, mais ce qui fait que les catégories de lieu, du temps, relations, et même ipséité, ou via, ne seront stables et tout en dynamisme, et soit quand on vient sur la bordure déformant, je dirais difformant, et dans son 10. Oui, on peut dire différence comme différence. Et oui, il y aura deux sortes de 10. Le négatif, négatif, et l'autre, oui, dissymétrie, c'est négatif comme 10. Il devrait y avoir donc un dit, le diaphane, qui donnera différence, inférence, conférence, colloque, symposium. Et parfois on dit symphonie des astres. Les pyramides, comme leur reflet, découpé par la surface du désert. Momentanément, mais pour des siècles quand même. Donc, pourquoi parler d'interdit alors? Pourquoi voiler ce qui était déjà voilé 1000 fois en pli, en suppli, et les mystères eulésiens qui devraient rester mystères et interdit de les dévoiler, encore plus de les inhiber, loin de là. Quelle sera l'origine de ce mutisme de communauté, de ce mutus, d'une certaine conjuration comme foi jurée, qu'on garderait en secret, comme une sécrétion en dynamisme et selon les saisons. Quel rapport avec sécrétion et secret? Secret, c'est pas quelque chose qu'on cache dans une coffre, des textes sacrés, coffre des lois, qu'on dit l'arche des lois. C'est une sorte de miniature des pyramides finalement, n'est-ce pas? Portable pour le nomade, c'est-à-dire ce qui est susceptible toujours d'être chassé, car il ne s'intègre pas, ne s'assimile pas
autour des grandes constructions de Babel ou des constructions de pyramides, à l'édification de laquelle il participe, mais en distance, en différé, dans une négativité participative quand même. La figure, non pas d'errant, c'est-à-dire aliénée, mais une figure sporadiquement en disalliance avec son Dieu. C'est ça. Captivité et non-captivité. Ça s'alterne, ça subalterne, ça subalterne. Et c'est bien, c'est très instructif pour le développement d'un peuple. Garder la mémoire des moments de négativité, d'inhibition et de cryptage, et écrire en crypte, en sigle, et puis dans des autres époques plus, entre guillemets, libérales, on essayait d'en faire l'exégète des crypteurs. Je suis assis actuellement, à ce moment-là, si confortablement sur une forme de marbre lisse qui est presque faite pour mon fessier, si confortable et si tiède par le rayon de soleil qui inonde le marbre, tout en le réchauffant, mais pas trop, à travers les feuillages des arbres, donc dans un climat qui permet à des jets d'eau, à des bassins, c'est presque une oasis, paradis au sens de Churumuse, n'est-ce pas, en persan. Ou Éden, c'est encore en persan. Aden, Éden, c'est le nom de golfe, avec leur stream qui acclimatise les oasis. Donc, il n'y a pas seulement l'aride, il n'y a pas une privation totale, il y a des promesses segmentarisées et circonscrites comme des oasis, à condition qu'on les entretient avec un certain système ou organisation d'irrigation. Il faut savoir utiliser les sources d'eau et ne les laisse pas se vaporiser, les ramasser dans des troncs de végétaux qui les garderaient, les purifieraient, et en plus ils vont travailler, ils vont transformer par un mouvement spontané et intrinsèque en des liquides succulents, délicieux, comme délices de la vie. Voilà encore dans notre discours architectonique où il a été donné lieu à tous les conditionnements, même à des absences, c'est-à-dire à des moments arides ou de disette et de satiété, et des différentes régions non homogènes d'un plan d'immanence à tracer par la voie qui se sait. Et non pas savoir absolu. Cette voie
connaît les limites aussi de son propre logos ou de son logoré, car il dit ce qu'il dit, ce qu'il étale comme les gains, ce qui se fait logos, détermine aussi les limites qui se le donnent, au sens où, en fait, c'est cette voie qu'elle légifère de l'interdit. Et l'interdit ne lui vient pas de l'extérieur, d'une manière extrinsèque, de l'extérieur, d'une manière hétéronome. Il se la part de chaque chose et les en distribue en justesse, comme une rivière de Némésis. Cette voie fait la loi. Et qui dit la loi, dit aussi la loi du silence, qui est plus fort parfois que la parole proférée de tout énoncé dans une clarté et distinction, limpidité et lucidité, mais quelque chose travaille de l'intérieur et qui se réveille tout en étant en état de léthargie et de sommeil, encore cherchant ses limites, sachant qu'elle est disproportionnée, qu'elle peut être disproportionnée aussi dans ce jeu de figures fractales qui va jusqu'au microcosme jusqu'au macrocosme, donc au-delà, et sans limite. Et ceci étant ininterrompu dans son apothéose et dans son superlativité, ceci fait un certain tourment. Cela tourmente au sens où cela tourne la tête, ça donne une certaine syncope du discours pensif. Là où la voix chercherait en se tâtonnant ses limites dans cette trajectoire de bande comme celle de Möbius ou la rue de la fortune quand même prévoyait ceci aussi, on symbolisait en allégorie, et je suis assis quand même sur une pente ou bien sur une rue de la fortune qui fait, entre guillemets, tout du monde, tout du cosmos. En passant par mon gosier, par ma langue, par la vibration de ma voix, et retournant par mes oreilles à mes forces intérieures en toute vibration. Ceci est dit, je suis assis dans un jardin public sur une statue qu'on peut nommer de l'école de Henry Moore, grand architecte dont les œuvres sont exemplaires et qui sait aussi de savoir parler de la pierre, de son matériau et de ce qu'il fait avec son matériau, de son praxis quotidien. Ma parole, j'aimerais bien qu'elle suive
la praxis inaugurante de Henry Moore, grand sculpteur anglais, et utilise sa langue, circoncision de sa langue, une citation encore de Saint Paul, sa circoncision de la langue, de sa langue commune, parfois scalpel, parfois comme une bistouri, un stylet, donc un instrument de tailler la pierre pour en donner une forme qui était en potentiel, en latence, en léthargie, en oubli de soi, et ce petit attouchement sur la pierre avec une pointue, un instrument qu'on appelle stylet, un certain crayon en fer ou bien en cuivre, un mélange de cuivre et de étain qui fait la bronze, qui est beaucoup plus dur qu'un cuivre et du fer. Donc, un instrument précieux de l'époque. Et la langue aussi, un instrument précieux qui peut entamer un discours par son ornementation, par ses plis et ses replis, ses tréfonds, peut être renversé comme on renverse la terre avec une pelle, et on donne la fraîcheur et la fertilité de ce qu'on appelle l'engrenage. L'engrenage, c'est le propre de l'homme. Mélanger les essences et les substances, de faire sorte que ce qui se pousse soit aidé, augmenté, soutenu par les efforts minimales et économiques de l'homme, ce qu'on appelle technicité, et au sens où une levure de Archimède, bien sûr, avec petit effort qui est déjà énorme, renverser toute la voile et le mettre en mouvement, en kinésis, en kinématographie, point justement montrer ou exhiber les mouvements et les lignes virtuelles en effectivité, en mouvement, en conflit, en diaphane, en dialectique, donc dans ces processus réels ou en tant que tel qu'il était dans son ipséité. L'homme ne peut qu'une une petite élément viral qui entre dans le processus comme une catharsis pour obtenir dans une échelle, disons à l'échelle humaine, visible à l'œil humain, donc dans une échelle réduite, le grand mouvement planétaire de macrocosme et de microcosme. Ceci amené là-devant Halvor Bingen, en allemand, c'est produire, sens de traire, et l'amener au devant.
malheureusement, il y a un reste de l'histoire ceci qui est devenu visible, compris, conceptualisé et en usage, devient un jouet sous la main de l'homme au sens de Vorhanden. Vorhanden, Zuhanden. Le reste de l'histoire est raconté par Heidegger dans ses analyses de Zuhandenkeit et Vorhandenkeit. Ceci le revers des choses, c'est pour ça qu'on parle de bande de Mobius ou la rue de la Forte. Peu importe si c'est octogonal ou polyèdre, cette rue. Il n'y a pas un seul qui est en tout cas parfait. Ce n'est pas une sphéros. Il y a une boucle qui ne se permet pas que les lignes se rejoignent dans une perfection. Ceci qui fait le moment, ceci qui fait l'activité, ceci qui fait ce qu'on appelle la vie, l'histoire, la parole, c'est-à-dire être fort de s'exprimer et ne pas pouvoir exprimer et tomber dans une syncope. Et toucher le syncope, faire revenir de ce tréfonds, si revenir de ce tréfonds abyssal. C'est une sorte de nage ou une planète. Planète, c'est ça. Sans pouvoir être sans pouvoir complètement surplomber la chose. Un vol d'oiseau ne surplombe pas tout à fait les choses. Ça surplombe et à la fois il fait partie intégrante de cette atmosphère ou de ce courant de couche d'air. Et donc, de l'atmosphère au sens de, à la fois son Umwelt, à la fois son Stimmung. Ce que j'ai dit en fait, c'est clair à l'œil nu. Donc, c'est bizarre qu'il a fallu tant de recherches, mais un simple déplacement, mais vers où il fallait savoir. Et ça, effectivement, et tout en sachant, je n'arrivais pas à le deviner. Exactement comme l'être volé. Eh bien, on s'est amusé avec tapis volant, mais je vous assure que le vendredi, il y aura des tapis volants ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, ils sont domiciliés. Vous voyez, chambre centrale, effectivement, désertée. Et parce que dans les autres jours, c'est le contraire. C'est entassé, étalé, déroulé, déplié, développé. Et c'est exactement Zuhandenkeit ici. Donc, ce qu'on cherche, tablier, établi, et même statis, c'est-à-dire l'essence de l'État, de tout État, agora, sans laquelle il n'y aura pas de discussion philosophique. Donc la liberté, échange, monnaie, argent, monnaie courante, tout ce que vous voulez, c'est ici. Mais personne ne devinait parce que c'était trop central. Quelque chose de trop central, on l'évite. Pour arriver, on fait des efforts, mais pour autre chose. C'est comme la loi de Kafka. On a une signe phénoménal quand on a besoin. Mais la loi elle-même, ça n'intéresse personne. La loi transcendantale. Et ça sert à quoi? Ça sert seulement aux philosophes. Et le reste, c'est seulement quand il y a une laisse.
C'est-à-dire quand il y a une injustice qu'il interprète comme une injustice. Ça n'a rien à voir avec la justice. C'est quelque chose qui est arrivé et artificiellement provoqué la plupart du temps par l'État, surtout bureaucratique et religieux, c'est-à-dire classe religieuse. Et ils trouvent des artifices, des simulacres. Comme l'État lui-même n'existe pas tout simplement, et à travers seulement des institutions qui sont des colifichets ou des simulacres, donc c'est ressemblance de quelque chose qui n'existe pas, mais une ressemblance est identique à soi, c'est-à-dire elle n'a d'autre ressemblance qu'un autre État et qu'une autre institution, ainsi de suite, et il n'y a pas d'essence d'État. Et signifier, c'est vide. Ça devrait forcément, nécessairement rester vide pour qu'il soit le lieu comme matrice de toutes les substitutions, échangeabilité, supplémentarité, c'est un peu mot faible, mais au sens courant du terme, mais au sens fort, c'est-à-dire au sens de substituer quelque chose, suppléer, là où quelque chose fait défaut, effectivement, ça prend un sens. Est-ce dangereux? Non, le mot dangereux n'est pas exact. C'est risqué parce qu'on le croit. On le croit au simulacre colifiché et ça risqué, c'est-à-dire que ça donne une illusion transcendantale. Danger, ce n'est que ça, un concept mal intentionnellement fondé pour illusionner, pour faire lueur. Il accomplit la tâche de lueur, comme dans les cérémonies les plus archaïques religieux, là où l'un des chefs religieux s'ouvre une boîte et même pas, il n'ouvre pas, mais il bouscule, là on entend des bruits des esprits, etc. C'est-à-dire, ou bien c'est vide, ou bien c'est rempli avec n'importe quoi, exactement. N'importe quoi fait l'affaire. C'est très convaincant, n'importe quoi. Parce que c'est n'importe quoi, c'est avant tout c'est quelque chose, quelconque, une singularité quelconque, dès qu'il est substituable, c'est-à-dire à valeur d'argent, c'est-à-dire reconnu par un système général, c'est encore le mot abstrait, système général, reconnu. Mais il faut quelqu'un, par force, Pascal disait, non pas force, mais fondement mystique, la force. C'est incroyable, les gens ne peuvent pas obéir à une force brutale. C'est absurde. Les gens ne sont pas des sottes. Pascal calcule comme ça. Et il dit, dans la pensée, voilà, ça devrait être mystère, fondament, mystère. Pour moi, en tout cas, je n'arrive pas à concevoir. Hobbes raconte une histoire qui comme une fable pour les enfants, concernant Homo homini lupus et tout. C'est pas possible, l'homme ne peut pas être un loup, dit Pascal dans son soliloque. Donc il dit que ça devrait être mystère. Hein. L'origine, c'est mystérieux. Comment, enfin, croyez-vous qu'il y a quelqu'un qui va nous convaincre à être esclaves et à croire à n'importe quoi, à quelque chose quelconque? Non, vous blaguez. Alors, Pascal est comme juste, un homme juste. Effectivement, il ne peut prononcer que deux mots justes, sans accuser personne, sans faire des histoires, des fables, comme Hobbes, qui est exactement réaliste, et il veut à tout prix, c'est-à-dire au prix des images enfantines, raconter ce qu'il a découvert concernant l'origine, etc. Ineffable, etc. Ontologiquement, ça peut être ineffable, mais moi, je me promène dans l'ineffable parce que ça reste illocutoire, j'en conviens,
Mais on peut marcher, parce que c'est matériel encore. C'est matériel, le problème c'est que ce n'est qu'une cora, donc c'est vide, ça n'a pas de propriété. Mais vous allez dire que c'est encore une collectivité d'État, c'est l'État qui est construit, c'est pour ça que c'est vide. Et oui, j'en conviens, si c'était privé, alors ça fonctionnerait. Il faut que ça tourne, ça rembourse, ça rapporte des revenus. Mais pour l'État, il suffit qu'il reste vide, et autant qu'il est vide, tout le monde s'enroule pour s'échanger. On ne peut pas être clair, mais c'est l'invention moderne, hein, il faut le dire. J'ai dit agora, etc., mais ben public chez les Romains, ça peut-être fonctionner comme ça. Vide, là-bas, veut dire dénudé de toutes les identités substantielles, aristocratiques, guerrières, etc. Dans un bain public à Rome, toute classe confondue, sont l'amour. Affection en tout cas, ils sont affectés l'un par l'autre. Ils se font parade devant les femmes qu'elles sont venues justement pour voir parade de leurs soldats et de leurs gens qu'ils ne fréquenteraient absolument pas dans la vie normale. Voilà, toutes les théories se vérifient, justifient, et toujours c'est moi qui ai raison. Ben, voilà un confort de pensée philosophique, dite spéculatif. Mais le problème c'est que c'est tellement concret concrétion, voilà, une concrétion, une cristallisation, une concrétion est arrivée à moi aujourd'hui, parce que je traverse, c'est un endroit de marché qui est actif seulement 2 jours dans la semaine, et surtout les vendredis, je veux chaque fois arriver, mais il y a un empêchement. C'est seulement 1 ou 2 fois que je suis arrivé, et c'était fantastique. J'ai passé très fructueuse journée. J'ai acheté une copie de Van Gogh. Voilà, c'est un lieu de trouvailles rares. On peut c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer un très ancien ami à vous. Voilà, vous ne pensiez absolument pas de le voir là-bas, parce que c'est énorme. Pour la taille de l'Istanbul, c'est encore moitié énorme, c'est-à-dire il y a 2 côtés à Istanbul, séparés par la mer, donc pour une côté ça va. Donc auparavant, quand j'étais jeune, effectivement, il n'y avait qu'une seule centre, c'était à Beyazıt, marché aux puces. Et oui, là aussi, il y avait non pas des gens ou des objets qui se rencontrent, toute l'histoire se fait face. L'histoire, c'était les éléments de l'histoire déterrés, disons archéologiquement. Ils se rencontrent de plusieurs siècles de différence entre eux, donc ils ne se connaissent pas, mais chacun d'eux c'est le produit fondamentalement humain des différentes époques, et les objets ne se connaissent pas, mais les hommes, ils gardent leurs traces, et donc sans connaître un objet en terrain, et il en produit les tracés dans un autre objet contemporain. Voilà. Le problème de simulacre aussi, c'est résolu. Des fétiches aussi, ça travaille comme ça. Comme je ne peux pas accéder à une personne du XVIe siècle, j'achète ou je photographie un objet intime à lui, à eux. Voilà. Je me dis le caftan du XVIe siècle à la maison, etc. C'est écrit dans un roman de Orhan Pamuk que j'avais trouvé un peu déplacé, non convaincant, mais c'est ça le meilleur exemple didactique ou pédagogique pour expliquer rapidement à quoi sert un simulacre. Qu'est-ce que c'est ça? Mais pour les gens intéressés, ça a une valeur
Sinon, un simulacre, c'est rien du tout, ça sert à rien, c'est même pas l'œuvre d'art, pas du tout, pas du tout. Les œuvres d'art peuvent utiliser des simulacres, mais les œuvres d'art eux-mêmes, ils ne sont pas pour être simulacres, ils peuvent devenir, pour quelqu'un précis, pour quelqu'un qui fera un investissement affectif, et donc valorisation surenchère, là, comme n'importe quel objet, cette fois-ci, deviennent des simulacres. Alors là, je suis très content de, une fois pour toutes, résoudre tous les problèmes concernant intersubjectivité objectale partielle et totale, qui est ici, ce n'est plus partiel, ce n'est plus fétiche, nous sommes dans un lieu immense dans lequel je me promène, ce n'est plus partiel, ça représente une partie, la moitié de l'Istanbul, donc à ce sens-là c'est partiel, mais non, c'est total. Gesamtkunstwerke, rêvé par le romantique allemand, réalisé en négatif par Goebbels et Hitler en Allemagne détruit, mais ici, comme vous voyez, rien n'est détruit parce que c'est seulement retiré de la marché, retiré en attente, repos. Mais ça va activer le vendredi, le mardi, etc. Tout ça. La vie est simple. Au revoir.